Mesdames et messieurs, bonsoir. Pourquoi le développement de la Côte d'Ivoire se localise-t-il principalement dans la capitale économique Abidjan et ses régions aux dépens de l'intérieur du pays? Nous partons depuis les années 60 jusqu'à nos jours, quand les visites des différents présidents de la République ont suscité beaucoup d'espoir et initié un début de développement à l'intérieur du pays par la même occasion. Sauf qu'à l'issue de ces rendez-vous ponctuels, quand l'État construit des infrastructures, les populations ne prennent pas la main automatiquement. Comment expliquer cela? Pourquoi les populations ne s'impliquent-elles pas dans la construction de leur région comme attendu? La réponse ce soir avec M. Mouloukou Suleiman Traoré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes banquier international et vous êtes aussi ex-fonctionnaire de la Société financière internationale. C'est bien le groupe de la Banque mondiale. La Banque mondiale. Ensuite, nous avons M. Patrick Melen Aka, spécialiste en gestion, en sciences de gestion. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous aussi, expert international en management des organisations et des hommes. C'est bien cela. Merci. Ensuite, nous avons M. Siaka Bakayoko, expert en développement, qui a longtemps travaillé sur toutes ces questions que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons profiter de votre expérience, M. Bakayoko. Bonsoir. Bonsoir. Et nous terminons par M. Gustave Abois, directeur général du développement durable. Bonsoir. Bonsoir. Un département transversal qui nous permettra de mieux comprendre. Avec vous, messieurs, nous parlerons développement, vision de l'État, perception des populations, leur mobilisation et comment valoriser les spécificités régionales. Merci en tout cas d'être là ce soir. La vision de l'État est-elle assez claire pour les populations? Nous allons le comprendre aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous, monsieur Traoré. Est-ce qu'aujourd'hui, en regardant la Côte d'Ivoire, on peut se permettre de répondre, de poser la question tout de go, la Côte d'Ivoire est développée ou non? La Côte d'Ivoire est en voie de développement. Elle fait des progrès. Elle suit son chemin. Oui, et lorsque vous parlez de développement, vous nous situez où à peu près? C'est difficile à dire. Difficile à dire parce que, bon, je ne sais pas, si je nous compare à un pays comme la Corée du Sud, qui, il y a 60 ans, nous étions au même niveau, nous sommes sérieusement en retard. Mais quand on... Et moi, j'aime bien regarder dans le rétroviseur, j'aime bien regarder les pays qui étaient au même niveau de développement que nous il y a 60 ans. Parce que quand vous regardez des pays qui sont juste à côté de vous, qui ont des PNB qui font le tiers de ce que vous produisez, c'est pas bon, c'est pas juste. Il faut chercher le meilleur pour pouvoir mieux faire. Donc je préfère me comparer à des pays comme ça, des pays asiatiques, des pays d'Amérique latine, mais pas des pays uniquement africains. Les pays asiatiques vous fascinent? Ils me fascinent et je pense que pour moi, le meilleur exemple, c'est vraiment la Corée du Sud. Ah oui. La Corée du Sud, il y a 60 ans, nous avions à peu près la même production nationale brute. Et aujourd'hui, ce pays est un pays riche, un pays développé. Il est parmi les 10 premiers pays au monde. Alors que nous, on ne peut pas nous classer aujourd'hui. Quelque chose nous a bloqués. Voilà. Il y a eu un problème et on doit se mettre au travail. Il y a eu un problème. D'accord, il y a eu un problème. Nous allons chercher à identifier ce problème-là ensemble sur ce plateau. Patrick Melen Aka, la Côte d'Ivoire, bon, la réponse est déjà donnée, n'est pas développée en voie de développement. C'est votre point de vue et vous avez des explications. Ben, effectivement, mon point de vue, il est identique à celui que nous venons d'entendre. Effectivement, notre pays est en voie de développement et les exemples, effectivement, comparaison n'est pas raison, mais on peut en faire. Lorsque nous prenons les pays asiatiques, il faut le dire, dans les années 1960, la Côte d'Ivoire fêtait le miracle ivoirien. Pendant ce temps, certains pays qui aujourd'hui sont des références étaient plutôt dans la misère. Vous pouvez citer la Corée du Sud. En 1960, la Corée du Sud avait un niveau de vie égal au Kenya et inférieur à l'Éthiopie. Nous prenons Singapour qui, en 1965, est arrivé de manière forcée à l'indépendance dans les larmes et le sang, avec presque rien, sans ressources naturelles. Mais aujourd'hui, ces pays sont des références. Donc nous étions hier, nous, en train de fêter le miracle ivoirien, eux dans la misère. Quelques décennies après, nous sommes en train de nous chercher pendant que eux,
ils sont cités en exemple. Ça veut dire qu'ils ont parcouru du chemin et nous, apparemment, nous sommes tombés dans une certaine léthargie. Il y a quelque chose qu'on n'a pas eu à faire, certainement, Siaka Bakayoko. Non, mais je serais un peu plus prudent. La question de savoir si la Côte d'Ivoire est développée ou non, à mon avis, est une question un peu fermée. Moi, je verrais ça plutôt et dire que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, dispose des éléments fondamentaux pour pouvoir amorcer son développement. Qu'est-ce qu'il en fait? Et moi, je pense que sur ce genre d'axe que j'aimerais bien... la Côte d'Ivoire possède des éléments. Ça, c'est valable pour tous les pays. Tous les pays ont leur potentiel pour pouvoir évoluer. Non, un potentiel ne veut rien dire. Si, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Qu'est-ce que vous en faites? C'est ça le potentiel. Écoute, je prends un cas très simple. La RDC a 40 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique. Mais aujourd'hui, il n'a produit même pas 500 mégawatts. Donc pourtant, le potentiel, c'est rien. La Côte d'Ivoire, je ne suis même pas sûr si nous avons 2000 mégawatts hydro. Mais aujourd'hui, nous avons de l'électricité. Alors moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est de savoir si les axes qui permettent d'amorcer un développement existent. Comment est-ce que nous les abordons? C'est ça la question. Oui, mais cette question, avant même de répondre à cela, est-ce que les autres pays, ce n'est pas pareil? Il y a toujours des axes à emprunter. Oui, mais justement, c'est là maintenant, voilà pourquoi je disais tantôt que j'ai peur des questions fermées. Parce que si nous avons déjà commencé à développer nos axes, je peux dire, oui, nous sommes développés. Et là, j'ai rejoint Mouloukou et Hélène pour dire que, Patrick, pour dire que quand nous comparons aux tigres asiatiques, tels que la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et consorts, nous sommes en retard. Mais cependant, si nous comparons à d'autres pays, et là encore, j'ai rejoint Mouloukou qui dit, je n'aime pas me comparer aux pays africains, mais aux des pays qui sont émergents, qui ont réussi. D'accord. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que nous voyions un pays comme la Côte d'Ivoire, après 60 ans, qui dispose des éléments fondamentaux pour amorcer son développement. Qu'est-ce qu'il en fait? Et là, c'est là la différence. Je n'aime pas me comparer aux pays africains. J'ai entendu cela. Ça veut dire que des pays africains, monsieur Aboua, les pays africains ont des tares ensemble. C'est quand même curieux que ce soit continental. Je ne dirais pas qu'on a des tares ensemble. Peut-être qu'on a des déficits, il faut le dire clairement. Pas forcément, parce que nous sommes indépendants depuis 60 ans. Donc on a eu le temps de mettre les institutions en place pour pouvoir amorcer le développement. Tout revient maintenant, comment est-ce que nous gouvernons, nous gérons ces institutions. Et pour le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que nous sommes sur une bonne pente. Aujourd'hui, on nous parle, nous sommes un pays émergent. C'est vrai que nous sommes à la porte. Vous le dites clairement, nous sommes un pays émergent ou bien à la porte, parce qu'il faut pouvoir répondre à cela. À la porte de l'émergence, un pays émergent, c'est un pays qui a les institutions qui peut propulser le développement. Quand on parle de développement, c'est un terme, c'est un concept aussi relatif. Se développer, ça veut dire qu'il faut avoir des infrastructures, mais ça veut également dire qu'il faut améliorer les conditions de vie des gens, développer le social, développer le culturel, développer l'économique et aussi prendre soin des ressources naturelles, c'est-à-dire développer l'environnement. Et donc, nous sommes en train de chercher l'équilibre au niveau de ces 4 piliers. Et je pense que la Côte d'Ivoire est sur la bonne pente avec le concept de développement durable qui a été amorcé depuis les années, depuis 2012, avec la planification, le PND qui a été adopté, et le PND qui a fixé les grands axes de développement, de l'amorce de développement inclusif de la Côte d'Ivoire. Oui, mais M. Aboua, tout de même, il faut le dire, depuis très longtemps, avant même 2010, avant même 2012, on a toujours dit que la Côte d'Ivoire était sur la bonne voie. Nous sommes toujours sur la bonne voie. Nous sommes toujours sur la voie. On a eu le miracle ivoirien dans les années 80. Ben, il faut le dire, ce miracle a été freiné par les politiques d'ajustement structurel qu'on nous a imposées. Et politiques d'ajustement structurel qui ont freiné la promotion du social, qui ont détruit un peu, si vous voulez, le secteur de l'éducation, le secteur culturel. On voulait nous aligner sur un modèle de développement unique, c'est-à-dire la modernisation. Pour être un pays développé ou un pays en développement, il faut, je pense, avoir certaines infrastructures. Mais je pense que les passes nous ont causé beaucoup de problèmes, mais avec la mise en place du PND, qui a une vision long terme, nous sommes sur le bon chemin et je suis sûr et certain que d'ici 2025-2030, nous allons vraiment satisfaire, en tout cas, nos desiderata en termes de vous l'affirmez, vous dites que les passes nous ont créé suffisamment de problèmes. Là, c'est un peu une pierre dans le jardin de Bakayoko et de Traoré, qui, tous deux, vous avez travaillé dans ces institutions-là.
On peut le dire comme ça, on peut faire cette affirmation-là? Moi, je ne le dirais pas ainsi. Monsieur Aboua m'a l'air très sûr lorsqu'il dit qu'on nous a imposé des plans d'ajustement structurel. En fait, ils ne sont pas imposés aux États. C'est lorsque nous avons des déséquilibres qu'on a besoin des programmes du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale. Lorsque tout se passe bien, on n'a pas besoin d'eux. Ça ne nous a pas été imposé. C'est simplement parce que nous avions des difficultés. En 1970, lorsque tout se passait bien, on n'avait pas besoin d'eux. Mais par la suite, on a eu besoin d'eux. Alors, ce que je voudrais dire, je crois que ce qui est réjouissant lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, nous avons tous les ingrédients pour aller de l'avant. Il y a un de nos aînés qui a été ministre au Mali sous le président Alpha Oumar Konaré, oui. M. Ousmane Sy, qui est un économiste, qui a dit que l'Afrique n'est pas pauvre, mais elle est seulement mal gouvernée. Il faut qu'on se mette au travail. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on se mette au travail. C'est pour cela que moi je lis tout ce qui est problème de développement économique à problème de gouvernance. C'est à nous de faire en sorte que nous soyons efficaces, que nous utilisons de la façon la plus optimale, maximale, les ressources que nous avons. La Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de ressources, de nombreuses ressources. Et aujourd'hui, c'est à nous de gérer cela. Il faut qu'on aille au travail à des heures qui nous sont imposées. Il faut qu'on soit sérieux au travail, il faut qu'on soit rigoureux, il faut qu'on soit intègre, il faut qu'on lutte contre pas mal de problèmes pour sortir de cette léthargie-là. Sinon, nous sommes en bonne voie, mais il faut qu'on tape là-dedans. Vous avez parlé de problèmes de gouvernance. Est-ce que le modèle économique que nous appliquons aujourd'hui est l'idéal? Idéal, c'est trop dire. C'est-à-dire, moi, je ne me satisfais pas du peu que nous avons pu réaliser. On peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. Il n'y a qu'à seulement avoir les garde-fous. Moi, je vais vous donner un exemple. Hein. J'aime bien revenir sur les périodes où nous avions des difficultés, 90, 91, 89, où le président Félix Houphouët-Boigny a fait appel à notre président actuel. Le style de management qu'il nous a apporté a changé beaucoup de choses. Les gens allaient à l'heure au travail. Et ça nous a permis de faire un certain nombre de choses en très peu de temps. Mais par la suite, bon, on a eu nos problèmes, certes. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ce que moi je pense qu'on devrait faire, on va en parler davantage lorsque nous allons parler des points spécifiques du débat, c'est se mettre au travail. C'est être discipliné. Il y a un président français qui disait que lorsque vous arrivez dans un pays, pour voir si le pays est mal gouverné ou bien gouverné, regardez comment les gens conduisent. Nous sommes indisciplinés. On a beaucoup de choses à faire. On a pas mal de valeurs que nous avons perdues. Il faut qu'on ait le goût au travail. Il faut qu'on évite d'être pressé de réaliser un certain nombre de choses et prendre le temps de travailler correctement et puis aller de l'avant. Monsieur Aka, c'est aussi votre point de vue. La question c'était est-ce que le modèle économique actuel, celui que nous appliquons, est l'idéal? Il a dit non tout de suite avant de développer. Est-ce que ce n'est pas parce que la vision même de l'État n'est pas suffisamment bien perçue par les populations? Ben, comme vous le dites, tout est question de vision. Tout est question de vision. Tout se construit autour d'une vision. Il a parlé tantôt de la bonne gouvernance. Moi, je prendrai ce point à mon compte. Mais au-delà de la bonne gouvernance, c'est un ensemble de 10 leviers clés ou 10 moteurs clés de développement qu'il faut prendre en compte pour que l'Afrique sorte du sous-développement. Effectivement, tout se construit autour d'une vision. Aujourd'hui, lorsque nous observons la situation de l'Afrique, dans l'ensemble, l'Afrique a engrangé des taux de croissance sur, j'allais dire, 2 décennies, ce qui est une bonne chose. Souvenez-vous que nous sommes rentrés en récession autour des années 80.
Il a fallu attendre 2 décennies pour renouer avec la croissance. Si nous analysons de près ce taux de croissance, positif que nous cumulons depuis 2 décennies, nous allons constater que ce taux de croissance connaît un essoufflement. Autour de 2012, nous sommes autour de 6,5% et nous retombons en 2019 autour de 3,4%. Mais cela signifie qu'il faut donner un nouveau souffle à l'économie africaine. Mais il faut comprendre, nos taux de croissance sont fortement tributaires encore, après combien de décennies, de nos matières premières vendues en l'état. Vous voyez? Et c'est pour cela que la croissance demeure non inclusive. On ne cessera de le dire, la croissance est non inclusive. Ça veut dire qu'elle n'impacte pas le quotidien des Africains. Alors, pour faire face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, elle n'est pas bien compliquée. Il faut aller à la transformation structurelle de notre économie qui passe inévitablement par la transformation de nos produits, donc par l'industrialisation. Et l'industrialisation va sous-entendre la prise en compte de 10 moteurs ou leviers clés de développement. J'ai cité tantôt la bonne gouvernance, mais avant tout, vous avez la vision. Tout part d'une vision. Et à partir de la vision, tout le reste va donc se déclencher. Mais vous avez la bonne gouvernance, vous avez également l'amélioration du climat des affaires, vous avez les infrastructures à prendre en compte, et 2 éléments clés qu'on ne cite pas souvent, mais qui représentent l'épine dorsale, c'est le développement du capital humain et le développement des chaînes de valeur. Aujourd'hui, l'Afrique est sur une bonne pente, tout comme la Côte d'Ivoire, est sur une bonne pente, mais il faut franchir le pas. Et le pas à franchir, c'est mettre en place des programmes ambitieux d'industrialisation. Il faut y aller. Très bien, ce point, on va l'aborder, mettre en place des programmes. Alors, M. Bakayoko, est-ce que cela veut dire, comme je viens de le dire tout à l'heure, que la vision de l'État n'est pas assez claire pour les populations, pour les acteurs qui doivent mettre tout cela, appliquer tout cela? Monsieur Fofana, vous avez posé une question tantôt à Mouloukou, oui, pour savoir un peu l'ajustement structurel. Oui. J'ai fait une mise au point. Je ne fais pas l'apologie de la Banque mondiale ici ou de la SFI. Vous avez le droit. Mais les ajustements structurels datent il y a 30 ans, dans les années 90, 30 ans. Il est temps qu'on ne cesse d'avoir des excuses. C'est fini, Abana, ça fait une génération. Il est temps, maintenant, que nous prenions en charge notre propre développement. Parce qu'un enfant qui est né en 90, aujourd'hui, il est majeur. À cet enfant, tu ne vas pas lui dire que tu n'es pas développé parce qu'il y a eu l'ajustement structurel. Dépassons cela. Mais je reviens encore à ce qu'il a dit. Ils ont dit 2 mots-clés. Et Patrick a parlé du capital humain. C'est essentiel. Et lui, il a parlé également de vision d'abord. Et lui aussi, il a parlé donc de programmes ambitieux. Et moi, je pense qu'il faut revenir à ces fondamentaux. Lorsque vous prenez les années de succès de Houphouët-Boigny, ce n'est pas autre chose d'abord. C'était l'éducation de base. L'éducation était top-notch. On était bien formés. Bon, Patrick et Gustave sont nos cadets, mais c'est Suleiman et moi, nous avons fait le circuit Houphouët-Boigny, les meilleures écoles, en Côte d'Ivoire ici. Revenons à ça. Et ensuite, lorsque nous développons la vision, il faut mettre en place les éléments qui peuvent soutenir cette vision-là. C'est-à-dire donner la possibilité aux populations elles-mêmes de s'accaparer de leur développement et d'aller de l'avant. Et c'est là, je disais tantôt, à la première question, que nous avons tous les éléments de base pour aller. Je prends un cas très simple. La région de la Marawi, que je connais très bien. Vous avez une route bonne qualité, Boiflé-Abidjan. Si vous êtes fou, vous faites en 2 heures. Une route bonne qualité, Boiflé-Boaké, Boiflé-Delwa, Boiflé-Zenula. Maintenant, les 48 km à Saint-Fra, on va les goudronner. C'est-à-dire, l'accès est résolu. Nous avons l'eau, nous avons l'électricité. Maintenant, dépend de nous. En mettant l'accent sur le capital humain, en créant les conditions adéquates pour que les populations s'accaparent de leur propre développement, nous pouvons faire la différence. Okay. Il n'est pas tout attendre de l'État. Tout dépend de nous. C'est ce que vous avez dit. Oui. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'on met tant de temps pour comprendre que tout dépend de nous? Oui, parce que nous avons cette habitude qui est malheureusement fâcheuse
de dire l'État doit faire, l'État doit faire. Non. Aujourd'hui, l'État a fait son rôle, un rôle de régulateur. Il a créé les infrastructures. Fort de ces infrastructures, nous devons une espèce de plans Marshall régionaux où nous disons vers où nous voulons partir. Et c'est à partir de là que le nous entre en jeu. Je prends encore l'exemple de la Maraoué, peut-être que Mouloukou pourra prendre l'Agnébi-Kiassa. Vous prenez les mines qui aujourd'hui, leur paillage, les mines industrielles, l'or, fait la richesse de la Maraoué. Nous, de la Maraoué, nous pouvons bâtir notre développement autour de cela. Et c'est là, Patrick, et l'autre part tout à l'heure, Patrick, de la vision. Et cette vision, nous avons ces moteurs. Nous avons le capital humain. Nous pouvons changer la donne de 5 à 10 ans. C'est possible. Ça s'est fait ailleurs et nous pouvons le faire. Voici le nous où il est en jeu. L'État est là comme une garantie vers lequel on peut recourir pour avoir des conseils et des appuis, mais nous devons faire le reste. Nous devons faire le reste. C'est difficile de sortir de la logique de l'État doit tout faire, l'État doit tout faire. Vous avez une réaction par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure? Oui, quand on parle de vision, on ne doit pas prendre une vision de façon putative. La vision doit être enracinée dans notre vécu. Ça doit être enraciné dans ce que nous sommes, dans notre culture. Et c'est en cela que toute vision doit disposer de programmes, doit disposer de stratégies et doit aussi être, en tout cas, chapeautée par des missions. Et donc la vision d'Houphouët-Boigny, c'est vrai, nous a permis de faire le premier miracle économique. Mais ce qu'on a remarqué par après, on l'a dit, Houphouët-Boigny avait mis l'accent sur l'éducation. Il y avait beaucoup d'écoles, de lycées, de spécialisations qui ont été, en tout cas, générées par le temps Houphouët-Boigny. Mais quand nous accusons les passes, c'est parce qu'au moment où on nous a dit, si vous voulez sortir de la léthargie des années 80, il faut appliquer les politiques d'ajustement structurel qui consistaient à faire quoi? À tuer le social. Ça veut dire il faut en tout cas diminuer le salaire des enseignants. Il faut arrêter les subventions pour le social, les subventions pour l'éducation et la santé. Et dès qu'on a mis en œuvre ces passes, on a vu que tout le système s'est écroulé. C'est-à-dire qu'on n'avait plus d'équilibre qui soutenait la croissance économique avec la promotion du social et aussi la protection des ressources naturelles. Mais est-ce que la situation ne nous obligeait pas à aller au PAS? On n'était pas obligé. Avait-on autre solution, autre alternative? Non, parce qu'on a considéré le développement comme purement un secteur financier et économique. Le développement, ce n'est pas que l'argent, ce n'est pas que l'économique. Le développement, je vous dis, c'est un concept global qui a plusieurs composantes. Et donc, il nous fallait faire l'équilibre de ces composantes pour dire qu'on va au développement. Aujourd'hui, malheureusement, on continue de mesurer, en tout cas, la croissance économique avec le PIB. Des PIB, comme vous le savez, qui donnent une fausse connotation à la chose, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a vu qu'on avait atteint le stade de 8%, mais 8%, on s'est rendu compte que le social était appauvri. C'est pour ça que le président de la République a créé le programme, le PSGouv, programme social du gouvernement. C'était pour rattraper un peu les écarts entre la croissance économique et la promotion du social. Et l'accent était mis dans le PSGouv sur les œuvres sociales, l'accès à l'eau, l'éducation et surtout la protection de l'environnement. Donc vous voyez qu'il faut, toutefois qu'on ne va pas équilibrer, en tout cas nos axes de développement, on va toujours, en tout cas, souffrir des écarts qui vont toujours nous mettre en tout cas en arrière vis-à-vis des autres pays qui sont. Et puis je ne dirais pas que le développement, ce n'est pas linéaire. Le développement, ce n'est pas une ligne, une tangente. Ça peut être aussi circulaire. Donc il est temps qu'on se base sur nos valeurs, sur ce que nous avons, sur ce que nous sommes, et en tout cas prendre ce qui est bon ailleurs pour pouvoir améliorer non seulement les conditions de vie des gens, mais aussi préserver nos ressources naturelles, préserver nos forêts, préserver nos lagunes, préserver nos mers, pour que aujourd'hui, si nous arrivons à satisfaire nos besoins, demain, nous donnons la chance à nos enfants, à nos petits-enfants, de pouvoir satisfaire leurs besoins en ayant à leur portée, en tout cas, des écosystèmes encore sains
pour pouvoir satisfaire les besoins. D'accord. Tout à l'heure, M. Traoré, vous allez vous prononcer sur cette question. Je vous ai vu réagir. Néanmoins, je voudrais comprendre, parce que tout à l'heure, vous avez parlé du PND. Est-ce que le PND actuel, cela signifie qu'il y a eu un déficit de développement, forcément? Parce qu'on y est maintenant. Oui, on est en plein PND et le PND est en pleine révision. Et aujourd'hui, on veut élargir la perspective du PND, c'est-à-dire passer de 5 ans à 10 ans. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut quantifier, apprécier le développement qu'au bout d'une décennie. En 5 ans, les plans quinquennaux ne nous ont pas donné grand-chose. On pouvait créer des infrastructures, mais le management, la gestion de ces infrastructures posait problème parce qu'il y avait un déficit en termes de renforcement des capacités des populations et un déficit d'appropriation par la population de ces infrastructures. D'accord. Oui, merci. Vous réagissez. Vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est bon. Vous êtes d'accord? Je vais rebondir sur ce que Siaka disait tantôt en parlant des problèmes d'éducation. Et je crois que lui aussi a parlé de cela. Le capital humain, c'est très important. Vous savez, vous nous avez dit, je voudrais qu'on soit très concret. Absolument. On parle de choses que les gens puissent comprendre. Les taux de production intérieure brute ou bien production nationale brute, PNB 6%, je ne pense pas que ce soit ce qui intéresse nos populations. Nos populations veulent savoir, quand aujourd'hui je vais au marché, parce que je vais vous dire, il fut un temps où on était très heureux avec les salaires qu'on avait. Il fut un temps où la Côte d'Ivoire, c'était vraiment l'endroit, c'était l'Eldorado. Cela est encore possible. Aujourd'hui, moi j'aime bien nous comparer à la Corée. Je reviens là-dessus. Quand vous prenez 100 Coréens qui ont entre 25 et 39 ans, que ce sont des hommes, il y a 99% qui ont un niveau universitaire. Quand ce sont des dames, à peu près 97%. Vous voyez, l'éducation, c'est la clé. Et la Banque mondiale a eu pas mal d'expérience dans de nombreux pays, que ce soit l'Inde, que ce soit en Amérique latine. L'éducation est la clé. C'est ce qui nous permet de faire le saut qualitatif. Et à l'époque, lorsque nous avions les meilleurs diplômes, lorsque nous avions les meilleures formations ici, et je me souviens, il y a encore un Français qui nous avait dit, lorsqu'il faisait les tests à la Société Générale, les meilleurs scores sortaient de la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, je crois que c'était le Sénégal ou le Cameroun. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on avait vraiment une qualité au niveau de l'éducation. Et aujourd'hui, force est de reconnaître, quand vous demandez à des garçons, certainement ils vont pas être contents de l'entendre, lorsque vous les demandez d'écrire une phrase, vous voyez au moins 2 fautes. Ça, c'est quand vous avez la chance. Donc l'éducation, pour moi, c'est primordial. Et puis que nos populations arrivent à s'approprier vraiment des politiques de développement. Parce que, vous avez vu, on l'a constaté ici, que des gens aillent dire on ne mange pas le goudron, alors que les infrastructures, c'est clé. On ne peut pas faire ce bond qualitatif, on ne peut pas se développer sans infrastructure. Quand on va parler d'industrialisation, on va parler de connexion, on va vous parler de l'exemple des États-Unis. Combien cela était important. Il faut absolument qu'on investisse dans les infrastructures. Mais lorsque les populations arrivent à s'approprier cette politique de développement, il n'y a pas de problème. Donc il y a un souci à ce niveau-là. Qui va dire aujourd'hui qu'il n'est pas heureux de passer 2 heures de temps pour arriver à Yamoussoukro? Je me souviens, j'étais à Bouaké récemment. Ben, en 3 heures, j'ai fait Abidjan-Bouaké, puis ensuite je suis passé par Albouville. Mais 2h50, j'étais rentré. Mais c'est très important. Ça nous permet de nous déplacer facilement et puis aussi d'évacuer les marchandises des lieux de production vers les centres de vente. Et ça, c'est important. Donc, pour moi, l'éducation est primordiale. Il faut absolument que nous investissons davantage dans l'éducation. Expliquez-nous toujours. Vous avez fait une boutade tout à l'heure. Oui, allez-y. Et puis, maintenant, je dis l'éducation, peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, plutôt que d'avoir uniquement des PhD ou bien des masters, peut-être qu'il faudrait adapter cela aux besoins aujourd'hui. Absolument. S'il n'y a pas d'adéquation entre le type de formation que nous avons et puis les besoins sur les places du marché,
Nous avons des Et problèmes. là, c'est pour l'éducation. Mais la question que j'ai voulu vous poser, vous avez fait une boutade tout à l'heure pour dire, certains disaient qu'on ne mange pas Le goudron, oui. Mais je crois que c'est par dépit tout simplement. Non, c'est parce qu'il n'avait pas de moyens de communiquer. Oui, Il est frustré. oui, Il ne s'était pas approprié Et par dépit. cela. Voilà. Alors, mais pourquoi est-ce que les populations ne se sentent pas concernées par tout ce qui est en train d'être décidé? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pris leurs besoins en compte? Voilà, c'est peut-être ça. Mais c'est vous que j'accuse directement, peut-être ça. vous de la Banque mondiale ou de la société. Oui, oui. C'est pour ça que non, je parle de gouvernance. Oui, mais c'est forcément vous. Il y a forcément un coupable. Non, vous allez répondre à cela, M. Traoré. C'est pour cela que je Il y a parle- forcément un coupable. C'est pour cela que je parle de gouvernance. Oui. Vous savez, la gouvernance, il y a pas mal de définitions. La gouvernance sous-entend que vous ayez des groupements ou d'associations de population, que vous ayez un certain nombre de structures. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le Parlement. Nous avons une Assemblée nationale. Bientôt, on va avoir des élections. Il faut que nous ayons une communication entre ces élus et les populations. Et parfois, vous vous rendez compte qu'il y a un déficit de communication entre ces élus, parce que c'est à partir de là qu'on fait remonter les informations, les besoins des populations. Lorsqu'on ne peut pas faire le développement de quelqu'un contre son gré, Absolument. il faut que ces populations soient concernées, qu'elles se sentent, qu'elles s'approprient des décisions qui sont prises au niveau Alors, le gouvernemental. constat que moi je fais, M. Aka, c'est que les populations n'adhèrent pas tout simplement. Ben, écoutez, pour que les populations adhèrent, il faut bien qu'elles comprennent ce qui se passe et ce qui se fait. Je l'ai dit, tout part d'une vision. Quelle est la vision développementaliste de notre pays? Quelle est la vision développementaliste de l'Afrique? Et autour de cela, tout va se jouer. Il faut donc définir de manière claire la vision pour notre pays ou pour l'Afrique. Et cette vision doit être assortie d'un programme bien spécifique. Je présentais la situation de la Côte d'Ivoire et la situation de l'Afrique. Nous avons des éléments qui jouent en notre faveur. Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il ne faudrait pas parler des taux de croissance, mais si, pourquoi? Il faut expliquer aux populations ce que c'est que des taux de croissance positifs. Et pourquoi est-ce qu'ils ne ressentent pas ces taux de croissance dans leur assiette? Et comment est-ce qu'ils peuvent ressentir ces taux de croissance dans leur assiette? C'est important. Déjà, il faut comprendre que des taux de croissance cumulés, c'est un accroissement de richesse. C'est déjà bon. Ça permet de faire des investissements. Mais c'est qu'il faut également expliquer pourquoi ces taux de croissance ne sont pas ressentis dans les assiettes, pourquoi les taux de croissance sont non inclusifs. Et c'est une réalité aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Mais c'est tout simplement parce qu'on a affaire à ce qu'on appelle une croissance intensive, qui correspond à une intensité de la production. Il faut convertir cette croissance à une croissance extensive, qui, elle, est plutôt consécutive à une multiplication des facteurs de production, donc création d'usines, création d'emplois. Ainsi, vous avez le pouvoir d'achat des populations qui augmente et un mieux-être. Mais pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Lorsqu'on a accumulé des taux de croissance, il faut franchir le pas. Il faut aller à l'industrialisation. Il faut mettre en place son programme de transformation industrielle. Et nous avons des portes indiquées pour. Si nous ne franchissons pas ce pas, nous ne pouvons pas. Et pour y arriver, vous avez 10 moteurs de développement clés à prendre en compte, dont la gouvernance. On y reviendra certainement. Très bien. M. Bakayoko, je soupçonne M. Aka de dire qu'on n'investit pas dans les facteurs de production. Non, on investit, répondre, hein. on investit dans les facteurs. Ah oui, mais je vous soupçonne de l'avoir dit. Non, d'accord. Non, disons, bon, bien sûr, il faut l'industrialisation. Mais industrialiser quoi? Comment et quand? Et c'est là que je reviens encore à mon départ. Lorsque je suis revenu en Côte d'Ivoire il y a 15 mois, avec le taux de croissance qui était très beau, on me dit que le social a été négligé. Je ne comprenais pas pourquoi ça s'est passé. Alors, je me suis amusé parce que j'aime beaucoup voyager. J'ai pris ma voiture, j'ai été jusqu'à Ouangolo, j'ai été à Kouto, j'ai été à Odéné. Tout existe. Il faut aller de l'avant. Il y a des centres de santé, il y a des écoles. Alors là, je reviens encore. Là, j'ai fait un coup de pied à Gustave. Lorsqu'il a dit l'ajustement sécuritaire, on nous a imposé. Arrêtons de dire on nous a imposé. Nous avons un pays. Personne ne peut vous imposer quoi que ce soit. Je le dis et je peux le soutenir. Mais vous savez bien que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Bon, allez-y, C'est vrai. Dans les pays que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup. Et de Casablanca jusqu'à Madagascar, j'en ai tout fait, et puis au Moyen-Orient, et puis partout. On n'impose pas. On dialogue avec vous. C'est à vous de dire ce que vous voulez. Of course, nous sommes des fonctionnaires.
Si vous ne dites rien, on va avancer. Et nous, exactement, aujourd'hui, quand on parle du social a été négligé, nos bureaucrates ont fait exactement la même chose à nos populations. Si nous avons plus le temps de demander à nos populations de participer, quels étaient leurs besoins, je pense que le dialogue aurait été différent aujourd'hui. Je vous ai dit tantôt que je me suis amusé avec ma voiture pour aller jusqu'à Ouangolo, au Déné et à Koutou. Les bas-fonds, vous en voyez partout. Les bas-fonds. Et avant-hier, une de vos émissions disait que la Côte d'Ivoire importe 1 million de tonnes de riz. Une des émissions a dit ça. Oui, je ne sais pas laquelle, mais c'était la semaine dernière. Alors, vous voyez, si on avait approché les populations pour leur donner les éléments clés tels que la maîtrise de l'eau pour pouvoir exploiter les bas-fonds, je parie que le gap aujourd'hui n'aurait pas été de 1 million d'importations, peut-être la moitié ou même le tiers. Oui, et là, en ces conditions, on peut faire l'industrialisation. Mais industrialiser sans savoir quoi on va industrialiser, on risque de créer encore beaucoup plus de problèmes. Et moi, je pense qu'on doit pouvoir saisir les avantages comparatifs des différentes régions, les transformer en avantages compétitifs. Et c'est là, sur cette base, qu'on peut faire l'industrialisation. Avant d'arriver à l'industrialisation, il y a des fondamentaux à faire. Écoutez, prenez la Marawi. Quand vous rentrez le Banama, Marawi qu'on appelle, vous avez au moins 30 km, sinon plus, du Banama qui traverse la région. Alors vous vous demandez, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'aquaculture pour faire l'élevage de poissons et qu'on importe des carpes de Chine? Et c'est là où j'ai dit, les populations veulent le faire. Là, s'il y a eu un dialogue. Et tout récemment, quand j'étais passé dans une région, des personnes qui veulent être députées. J'ai écouté le langage. Elles n'ont pas demandé aux populations qu'est-ce qu'elles voulaient. Elles leur disaient, je vais être votre député pour vous défendre. Défendre de quoi? Les gars veulent manger, ils veulent se soigner. Et c'est ce dialogue dans la bonne gouvernance qui encore joue le jeu aujourd'hui, qui répond fondamentalement à nos besoins. Aujourd'hui, vous ne pensez pas encore, vous n'êtes pas encore convaincu que la transformation, l'industrialisation est la réponse évidente pour aller au développement? Non, vous ne le pensez pas? Une des pistes. Parce que l'éducation, pour essayer de dire, ce n'est pas l'industrialisation, c'est un préalable. Absolument. Je pense qu'il y a des préalables d'abord qu'il faut accomplir avant d'aller vers l'industrialisation. Dire qu'on veut produire du riz aujourd'hui pour inonder le marché international, c'est bon. Mais il faudrait d'abord apprendre aux paysans à maîtriser la maîtrise de l'eau pour pouvoir exploiter les bas-fonds de façon efficiente pour augmenter non seulement leur rendement, mais également la qualité du riz. Et c'est là qu'on peut partir à l'industrialisation. Parce que vous pensez qu'on ne peut pas, on ne peut pas le faire ensemble, concomitamment? Oui, il répond et puis on reviendra à vous tout à l'heure. Oui, tout est possible ensemble, on peut tout faire ensemble avec des mots pareils. Mais il faut être plus concret. Oui, il termine et puis il termine. Il faut être plus concret. Je veux dire concrètement. Et l'un n'exclut pas l'autre. Lorsque je parle de le développement des bas-fonds, ou le café, le cacao, vous savez que dans les années 84-85, nous étions à près de 300 000 tonnes de café, de production en Côte d'Ivoire. C'est troisième mondial à l'époque. Aujourd'hui, vous savez, nous avons combien? 90 000 tonnes. D'accord. Donc, ce qui veut dire que encourager le paysan à produire, à aller vers l'industrialisation du café est possible. Mais il faut d'abord faire le préalable, qui est la production. Donc, l'encadrement, les intrants de base de bonne qualité, c'est-à-dire les pépinières, tout ce que vous voulez. Sans ça, on peut construire toutes les décortiqueries que nous voulons en aval, on n'aura pas d'industrialisation. Très bien, je vois bien que M. Traoré a envie de se prononcer sur la question, mais je voudrais tout de même qu'il donne son point de vue sur la question aussi, M. Aboua. Oui. L'industrialisation, moi je la voyais comme la solution. Oui, mais industrialiser quoi? C'est ça aussi le problème. Oui, il faut qu'on se rende compte dans nos régions les potentialités dont nous disposons avant de passer au stade d'industrie. L'industrialisation, c'est la transformation des matières premières en produits finis, consommables, pour améliorer notre niveau de vie. C'est ça aussi l'industrialisation. On ne peut pas industrialiser, imposer. Par exemple, vous allez, comme il a dit à la Marawi, dit, bon, vous avez le Banama qui passe, donc vous devez devenir tous des pisciculteurs, des pêcheurs. Ah non. Et il faut, avant d'imposer cette vision à la population de Marawi, appeler toutes les parties prenantes, s'asseoir, parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a, lors des visites présidentielles, on a des cadres, enfin les maires, les présidents des régions, les élus locaux qui présentent des livres blancs
Mais à l'analyse, ces livres blancs ont été élaborés comment? C'est des gens qui restent dans leur bureau et qui pensent pour les paysans, qui pensent pour les autres. Et ils élaborent les livres blancs. Et après la construction des infrastructures, vous l'avez dit, ces infrastructures restent à l'abandon. C'est parce que ces infrastructures ne répondent pas aux besoins des populations locales. Il aurait fallu impliquer ces populations dans l'élaboration de ces livres blancs. Et quand on dit population, partie prenante, il y a le féticheur. Moi, je dis, il faut tout le monde, du féticheur au savant. Il faut que tout le monde soit, en tout cas, sur la même table et qu'on laisse la possibilité d'expression, la liberté d'expression aux gens pour dire, non, voilà, nous, depuis longtemps, c'est vrai, nos parents ont cultivé tel produit, mais nous, compte tenu de notre habitude de consommation, de notre manière de faire, de notre culture, on veut s'orienter dans telle ou telle production ou transformation première des produits. Si on s'assoit à la même table, le préfet, le sous-préfet, les comités de sages, je dirais même les griots, les femmes, les jeunes, et on créait le cadre de concertation, le cadre de participation. Je pense qu'une fois que ces projets, ces livres blancs élaborés, ces projets mis en œuvre, vous allez voir que tout de suite, puisque c'est l'expression des besoins des populations, il n'y aurait pas d'abandon des projets pharaoniques qu'on a connus, mais au moins ces populations allaient se mettre au devant pour impulser, pour ne pas dire propulser le développement dans leur milieu d'origine. Bon, d'accord, oui, allez-y. Je crois qu'on va avoir à parler de décentralisation. On aura à en débattre. Bon, peut-être qu'on a déjà commencé. Nous y sommes, allons-y tout de suite. Ce serait une des solutions. Mais je voudrais rebondir quelque peu sur l'industrialisation. Peut-être que c'est un mot bien trop fort quand on le dit, mais ce qu'il nous faut, effectivement, c'est transformer nos matières premières. Créer cette valeur ajoutée ici. C'est ce qui va créer la richesse, c'est ce qui va permettre aux gens de sentir un peu. Et puis après, on pourra dire, OK, on a pu mais industrialiser tel secteur, on a pu faire ceci, on a pu faire cela. Ça, c'est indispensable. Nous avons des matières premières. Tant que nous les vendrons à l'État, nous n'allons pas créer suffisamment de richesse ici. C'est pour cela que des taux de croissance, moi je ne dis pas qu'ils sont mauvais, que de dire aux gens nous faisons 6%, nous faisons 4%, nous faisons 8%, c'est bon. C'est plusieurs fois, sur plusieurs années, 6-7%, maintenant ça peut créer le développement. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de dire aux gens, de communiquer avec ces personnes-là. Et je dis, ce sont les élus du peuple. C'est leur première responsabilité que de communiquer, de faire remonter leurs besoins. Comme il le dit, tout le monde devrait être concerné. Et puis par la suite, vous développez, vous sortez un programme de développement avec toutes les richesses que vous avez dans la région. Et cela vous permet d'avoir quelque chose de conséquent et qui est partagé par les populations. Il faut qu'elles arrivent à s'approprier tout ce qui est politique de développement économique et social. Il faut que les populations soient impliquées. Si elles ne le sont pas, vous allez avoir un problème. Et puis, encore une fois, je dis, il faut insister. Aujourd'hui, je crois que le gouvernement a décidé, je ne sais plus quel pourcentage, de notre production de cacao. Nous sommes le premier producteur de cacao. Nous faisons près de 2 millions de tonnes de cacao, mais nous n'avons pas les meilleurs chocolats ici. Faisons en sorte que les chocolatiers de Suisse ou de Belgique puissent créer des structures chez nous ici et créer ces tablettes de chocolat qu'on pourrait effectivement, c'est à cela que je faisais allusion lorsque je parlais d'industrialisation. Et là, une fois qu'on l'aura fait, on verra que bon, on n'a plus besoin de dire ceci ou cela, mais on sera... mais l'exemple du cacao me plaît. Il y a 5 ans, et un pont ivoirien me disait, San Pedro, le premier port d'exportation de cacao. Et je lui ai dit, pourquoi pour les prochaines 5 années, on ne peut pas faire le premier port mondial d'exportation du chocolat? Il y a une différence. Il y a une différence, bien entendu. Fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a encore l'effet de transformation structurelle de notre économie. Éloignons-nous d'être exportateurs de fèves de cacao, soyons exportateurs de chocolat. Ah oui, mais ça veut dire que vous êtes totalement d'accord avec nous que c'est l'industrialisation qu'il faut, parce que la transformation... Non, c'était presque ça un peu. En fait, parce que moi, je continue de dire que c'est maintenant le temps de l'action qui est arrivé. Il faut qu'on passe de cette économie de matières premières à la transformation, M. Aka. Oui, effectivement. Je tenais à faire une précision. Industrialisation ne se résume pas à construire ou implanter des industries. Attention, c'est tout un processus. Et
je vais même oser, juste pour dire que à la place de PND, je proposerais PNI. C'est dit Plan national d'industrialisation. Pourquoi? Parce que le processus d'industrialisation voudrait qu'on conjugue de manière concomitante 10 moteurs clés de développement. Et au titre de ces moteurs, vous avez la vision dont nous avons parlé, vous avez la bonne gouvernance, parce que si vous évoluez dans un environnement corrompu, vous ne pouvez pas rêver. Vous avez l'amélioration de l'environnement des affaires, je vais citer quelques-uns, je ne vais pas tout citer. Vous avez le développement des infrastructures, aussi bien infrastructures sociales qu'infrastructures économiques. Vous avez le développement du capital humain qui précède la mise en place ou la construction des usines. Et aujourd'hui, malheureusement, nos États continuent de pécher par manque d'anticipation. Nous voulons des usines, mais nous formons nos jeunes à tout sauf aller pour prendre en compte et rendre ces usines opérationnelles. Nous comptons encore sur les autres. Et vous avez le développement des chaînes de valeur. Le développement des chaînes de valeur, c'est quoi? C'est arriver à valoriser la matière première brute, depuis les champs jusqu'au produit fini qui va se retrouver au supermarché, en passant bien entendu par la transformation. Mais lorsque nous analysons tous ces points, j'ai entendu dire qu'est-ce qu'on va industrialiser? Mais il n'y a pas à chercher loin. Regardons, je reviens encore sur les éléments clés qui font le taux de croissance. Quand nous analysons, nous continuons d'observer que nos économies, aussi bien ivoiriennes qu'africaines dans l'ensemble, sont fortement tributaires de nos produits de base, qui sont vendus en l'état et qui nous permettent d'engranger ces ressources. Mais allons à la transformation de ces produits. Mais pour cela, il faut conjuguer, comme je l'ai dit, de manière concomitante tous ces moteurs. Et au niveau de l'éducation, ça a été dit, effectivement, nous assistons à un taux de chômage qui est alarmant. 80% de la population, aussi bien ivoirienne qu'africaine, c'est le même taux qui se situe un peu partout, qui se retrouve en situation de chômage ou en situation d'emploi précaire. Et pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que les formations ne sont pas dirigées dans le sens des secteurs pourvoyeurs d'emploi. Et les formations même qui sont faites laissent à désirer, aussi bien au niveau théorique qu'au niveau pratique. Nous pouvons très bien identifier les poumons à industrialiser. Je l'ai dit, ce sont nos matières premières. Mais il y a aussi un élément clé, une source, un gisement d'emploi, l'environnement. Mais à cela, il y a d'autres secteurs qui restent greffés à ces secteurs-là pour leur développement, qu'on peut citer. Alors, moi, je reste toujours inquiet, M. Bakayoko. Nous savons la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao depuis des années. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à passer le pas pour transformer sur place? Pourquoi? Mais justement, quel est le problème? C'est ce que disait tantôt Patrick lorsqu'il parlait de la transformation structurelle de nos économies. Et nous savons que la transformation du cacao en chocolat nécessite des inputs qui sont assez élevés. L'électricité, il faut l'avoir. Il faut avoir des personnes bien formées pour pouvoir donc faire du cacao de qualité. Et là, on revient encore aux fondamentaux dont on parlait. La vision, le capital humain et la bonne gouvernance. D'accord, mais je voudrais quand même, je suis surpris quand même d'entendre cela. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'a pas les hommes qu'il faut pour transformer le cacao de Côte d'Ivoire? Je vais vous répondre. Là, on revient encore à la bonne gouvernance. Parce que tant que cette bonne gouvernance n'est pas maîtrisée et mise en application, il sera difficile de faire le saut qualitatif. Cela demande d'abord qu'il y ait un suivi de nos positions et de nos investissements. Lorsqu'on fait un investissement, l'État, parce que c'est l'État qui est propriétaire de l'investissement, les routes, les ponts, les aéroports et puis les centrales électriques, il faut suivre. Et pour savoir que nous avons un impact réel, il faut se dire que si l'investissement devait être réalisé en 3 ans, c'est réalisé en 3 ans dans les qualités pour lesquelles il était fait. Et à partir de là, nous arriverons à pénétrer tout le tissu
économique et sociale pour arriver à la transformation. C'est pas rocket science, c'est pas de la science pour aller sur la Lune, pour faire le chocolat, le cacao en chocolat. Il faut s'y mettre. Mais ça va encore plus loin, parce que là, on rentre dans le secteur financier. Et le support aux PME, le suivi des emprunts par les industriels, qu'il faut qu'ils remboursent, qu'on leur donne à des taux qui soient des taux qui leur permettent de faire des investissements assez lourds et à long terme. Donc il y a toute une dynamique de réflexion qu'il faut faire à la fois. Ce n'est pas seulement la qualité et la quantité du cacao qui va faire le chocolat. Non, du tout. C'est parce que je dis, mais je suis quand même surpris que sur autant d'années qu'on ne puisse pas le faire et nous sommes premiers producteurs mondiaux tout de même. On ne peut pas accuser le système éducatif à ce stade parce qu'un pays qui consacre plus de 40% de son budget à l'éducation, je pense que le gouvernement a une bonne conscience de la priorité accordée à l'éducation. Et aujourd'hui, nous avons en tout cas un taux d'investissement au niveau de l'éducation très appréciable et très apprécié dans la sous-région. Mais ce qu'il manque, c'est l'adéquation, peut-être formation-emploi. On a longtemps mis le mythe sur la bureaucratie. Tous ceux qui sont formés dans les écoles veulent travailler dans les bureaux. Même les ingénieurs formés à Yamoussoukro, dans les écoles techniques de Koufouboigny a créé, se retrouvent la plupart du temps dans les bureaux. Le lieu, c'est de dire qu'un ingénieur, sa place, c'est le terrain. Et quand on l'envoie sur le terrain, il faut lui donner les moyens pour que cette personne exerce de façon compétente les acquis, en tout cas, eu à l'école. Il n'y a pas d'accompagnement sur le terrain. Quand on forme, c'est vrai qu'on a des stages dans les entreprises privées, mais après le stage, après la formation, en tout cas, il n'y a pas de débouché sur le terrain pour que les acquis à l'école puissent se transmettre ou puissent être valorisés sur le terrain, dans les usines et autres. Donc, alors, faisons... Oui, allez-y. Oui. Non, ça veut dire que, si on regarde un peu le système de l'Allemagne, ça veut dire que pendant que tu es à l'école, tu peux faire des stages dans les entreprises. Et une fois que tu finis le stage, on t'embauche. C'est-à-dire qu'il y a un besoin exprimé par les entreprises, et c'est la même chose comme Harvard et autres. Les gens qui font des stages dans les banques et autres, dès que la formation est terminée, ils sont automatiquement, en tout cas à l'emploi, parce qu'il y a des rudiments. Oui, quand il y a de la place pour être embauché, c'est cela. Ah oui. Quand il y a de la place. Alors nous, on n'arrive pas à avoir ces places, non? C'est pour ça que la planification est nécessaire dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Pendant qu'on voit des vagues d'écoliers, de bacheliers, on se dit que peut-être d'ici 2021, fin 2021, on aura peut-être 500 000 ou bien 100 000 bacheliers, par exemple. Et ces bacheliers, il faut bien soit des universités ou des écoles professionnelles pour, en tout cas, puissent continuer. Au cas où ils ne peuvent pas continuer, ils veulent travailler. En tout cas, il y a des niveaux, des emplois niveau bac qu'ils peuvent en tout cas embrasser tout de suite après la formation, mais il faut que ces emplois-là soient conditionnés par des stages préalables. D'accord. Je souhaiterais avoir votre point de vue là-dessus. Je dirais que Gustave continue un peu, qui développe quelque chose qu'il a soulevé qui me donne un peu froid au dos. Lorsqu'il a dit 80% de notre budget à l'éducation... 40%. 40%. Oui, je n'aime pas beaucoup ces pourcentages. J'aurais aimé qu'il ouvre un peu. Parce que si 40%, ce n'est que l'infrastructure, les classes, c'est zéro. Ah non, mais si ces 40% sont bien dosés entre les classes, le développement des curricula, la formation initiale des maîtres, la formation continue, et s'assurer que nos enfants apprennent, là je suis d'accord pour le pourcentage. Mais c'est tout ça y compris. Non, mais il faut le dire. Non, il est bien qu'on le dise, parce que 40%, tout le monde est content. Et si dans ces 40%, 35% vont seulement aux salles de classe, on n'avance pas. Non, je ne crois pas. Ça, Non, c'est un ratio qui ne peut pas être juste. Non, attendez. Il serait intéressant que dans les 40%, pas lui aujourd'hui, que nous, État et Côte d'Ivoire, qu'on essaie de voir un peu la qualité de ces 40%. Comment est-ce qu'on en répartit? L'éducation, ce n'est pas seulement les salles de classe, les salles de banc. C'est d'abord s'assurer que nous avons des nombres d'enfants dans les salles de classe qui soient conséquents, que nous avons les maîtres et les professeurs qui ont un enseignement initial adéquat et qui sont suivis, et que les enfants, quand un enfant entre au CP1, quand il est au CM2, il doit savoir lire, écrire et s'exprimer. Et c'est tout ceci qu'on doit prendre en compte pour faire une répartition plus adéquate des 40%. Là, ça me met à l'aise.
Mais si tant que cette répartition n'est pas faite, pour avoir la qualité, 40%, ça me donne foi. D'accord, oui. Sur ce plateau, on pourrait pas dire 40%, mais je ne sais pas trop la clé de répartition, mais 40% de façon globale, dans l'absolu. Et puis, où les choses sont dirigées, ça, je ne peux pas le dire sur plateau. On n'a pas les éléments. On n'a pas ces éléments-là. Mais comparons, faisons une comparaison, M. Traoré. Des autres transforment, des pays qui sont venus longtemps après nous, on n'arrive pas à transformer. On est encore avec notre cacao, matière première, et puis bon, on ne gagne pas grand-chose, entre guillemets, alors qu'on aurait pu transformer pour avoir plus. Y a-t-il des menaces? Je ne sais pas, quand j'y pense, je n'arrive pas à trouver de réponse, parce que je pense qu'il y a quand même une volonté politique. Parce qu'il est dit quelque part que nous devons, dans les années à venir, je ne sais plus si c'est dans 3 ou 4 ans, qu'on devrait transformer 35% de notre cacao localement. Je ne sais plus si c'est 35%, je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Mais ça, c'est ce genre d'objectif qu'il faut se fixer et se donner les moyens pour les atteindre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tous les ans, tous les 6 mois, est-ce qu'on vérifie pour s'assurer que nous allons réaliser ce qu'on s'est donné comme objectif? Ça, c'est important. C'est pour ça que je dis, il y a besoin de beaucoup de rigueur dans tout ça. C'est bien beau que de dire, écoutez, on souhaiterait faire ceci, mais si on n'a pas cette possibilité de contrôler et de voir est-ce qu'on va réaliser, est-ce qu'on va atteindre cet objectif, bon, on n'y arrivera pas. Sinon, effectivement, c'est pas du tout normal qu'après toutes ces années, que nous n'ayons pas encore compris qu'il faille transformer ce cacao majoritairement sur place pour créer des emplois. Justement, c'est pourquoi je parle de menaces, parce que je pense que nous avons compris, mais je ne comprends pas ce qui bloque. Pourquoi ça ne se fait pas? Le pourquoi vous avez un début de réponse? Oui, pourquoi ça ne fonctionne pas, je l'ai dit plus ou moins tantôt. Il faut qu'on se décide à mettre en place un programme d'industrialisation. Mais vous pensez que se décider, c'est cela le problème? Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne se décide pas? C'est une volonté, c'est la volonté politique. Mais prenons, nous avons cité certains pays, les pays asiatiques en exemple. La Chine, la Corée du Sud, Singapour, l'Inde. Mais c'est avant tout la volonté d'un gouvernement développementaliste, à travers sa vision qui met en place un programme d'industrialisation, assorti de toutes ces actions et stratégies qui vont avec. Notamment l'éducation. J'ai entendu M. Aboua, très optimiste, présenter un système éducatif qui était favorable au développement de notre pays. Bon, je m'inscris en faux. Mais non, il dit tout simplement que le système a de bonnes intentions. D'accord, au stade d'intention, j'acquiesce. Mais ce que je dis, c'est que notre système éducatif, aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour l'Afrique, donne l'impression de produire des chômeurs. Vous avez 3 millions d'emplois qui sont créés contre 10 à 20 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Les formations ne sont pas dirigées dans le sens des secteurs pourvoyeurs d'emplois. Il faut donc repenser le paradigme. Il faut créer un paradigme nouveau. Je dis, c'est une volonté qui doit se traduire par la mise en place d'un programme, identifier les portes par lesquelles nous pouvons rentrer pour amorcer cette industrialisation. Vous avez l'Inde et la Chine qui ont adopté comme porte d'entrée à l'industrialisation l'agriculture. Nous pouvons en faire autant. J'ai présenté l'environnement, mais à cela se greffent d'autres secteurs qui vont nous permettre d'amorcer la diversification. Mais dites-moi, sur qui est-ce qu'on compte pour développer toutes ces entreprises que nous souhaitons mettre en place? Ce n'est pas sur les autres. Ce n'est pas l'extérieur qui va développer nos entreprises. Ce sont nos compétences internes. Ce sont les Ivoiriens. Ce sont les Africains. Donc, formation, développement de compétences, anticipation. Et donc, il faut mettre en place des programmes qui nous permettent de développer nos chaînes de valeur sur les 3 axes. Production, fabrication, commercialisation. Et cela est très important. Et il nous faut mettre en place un paradigme académique, professionnel et technologique qui aille dans ce sens-là. Qui évolue dans ce sens. D'accord. Oui, merci encore, Patrick, c'est bien dit. Mais voyons aujourd'hui,
nous avons des PME ivoiriennes. Il est temps, on se tourne vers ces PME, leur apporter le soutien nécessaire et l'encadrement qu'il faut pour que ces PME puissent prendre de l'avant. Et je suis convaincu que si vous fouillez les différents secteurs, que ce soit l'anacarde, le textile, le cacao, vous avez des PME qui arrivent, mais elles sont souvent freinées parce que par le manque de crédit, le manque d'accès à certains ingrédients et consorts. Mais il faut revoir. Parce que dans notre boîte à outils aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense que nous avons tous les éléments qu'il faut pour amorcer une industrialisation. Il est temps qu'on prenne un peu, qu'on fasse le break et qu'on regarde un peu, qu'on fasse le diagnostic, qu'est-ce que nous avons, et sortir les éléments clés et savoir ce qui manque pour aller de l'avant. Et moi, je pense que le support, l'appui aux PME est une des voies qu'il va falloir bien revoir. Parce qu'elles souffrent, elles essaient. Là, vous pensez aujourd'hui qu'on peut faire une industrialisation en mettant en première ligne les populations? Bon, je me demande comment. Et bien sûr, il existe un tissu de PME en Côte d'Ivoire qu'on peut promouvoir. Bien sûr, en ayant un accès, en s'assurant qu'elles ont accès au crédit à des taux abordables. Et aussi, on leur donne d'autres facilités qui leur permettront de pouvoir éclore et embaucher des jeunes qui sortent des écoles. Mais tant que nous n'aurons pas une politique de PME qui soit hardie, qui permet de répondre à ces besoins, il sera difficile de pouvoir faire le saut qualitatif vers l'industrialisation. Très bien. On va continuer avec le quatrième et dernier point, la valorisation des spécificités régionales. Je voudrais commencer par vous, M. Aboua. Pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme par ailleurs, certaines régions ont bien leur potentialité agricole et tout, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas cela? On ne se dit pas, à Kourougou on fait des mangues, donc des usines là-bas pour les mangues, à Soubré du riz, ainsi de suite. Pourquoi? Et moi, je dirais que je peux répondre à cette question. C'est ça l'avantage de la politique de décentralisation, en créant des pôles régionaux de développement. Et je pense que ça s'inscrit en droite ligne de la décentralisation. Aujourd'hui, nous avons des régions qui sont autonomes vis-à-vis des catalogues de développement au niveau local. Et donc, il revient. L'État, comme le dit, l'État ne crée pas des emplois. L'État trace le cadre général pour que les entreprises créent des emplois. Et aujourd'hui, quand nous regardons un peu, nous avons fait une analyse au niveau de la CGCI, au niveau des PME, PMI, en tout cas toutes les infrastructures, toutes les structures de promotion de ce secteur-là existent. Il faut maintenant, on ne peut pas à chaque fois, l'État ne doit pas à chaque fois subventionner les PME, PMI, mais il faut que ces PME aussi s'orientent dans une dynamique de durabilité. Parce qu'on ne peut pas tout demander à l'État. L'État vous donne des subventions. Aujourd'hui, quand vous créez une entreprise, vous avez des années d'exonération fiscale. C'est-à-dire qu'on vous permet aussi d'avoir un capital conséquent pour pouvoir, par après, payer les impôts. Ça se fait. On ne peut pas me dire que ça n'existe pas. Mais il faut aussi inculquer la culture de gestion des PME, PMI. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait l'analyse, on se rend compte que généralement, quand il y a les faillites, il peut y avoir des facteurs exogènes, mais généralement, c'est la mauvaise gestion de nos entreprises. On confond souvent capital et intérêt, et dès qu'on a assez de ressources, on fait des dépenses qui ne sont pas nécessaires, et ça fait que le marché, souvent, quand on a une petite difficulté sur le marché, la société, en tout cas... Oui, j'entends bien cela, mais je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'on ne spécialise pas les régions selon ce qu'elles savent faire. Oui, mais pour spécialiser les régions, il faut faire des études locales. C'est-à-dire que chaque région exploite ou bien fasse une exploration de son potentiel au niveau local. Et ça amène à faire des diagnostics avec toutes les parties prenantes pour savoir qu'à Kourougou, si le sol est propice à la production des mangues, en tout cas, il faut orienter tout le monde à la production des mangues, mais si tout le monde produit les mangues, il y a les autres secteurs d'activité, il faut qu'on importe. Non, il faut diversifier les économies au niveau régional. S'il y a production de mangue, il y a transformation locale des mangues, mais aussi il y a d'autres vivriers qu'il faut encourager à produire. Donc, la diversification au niveau régional, ça doit avoir sa place. On peut spécialiser une région dans une culture, dans un produit, mais à côté de cette spécialisation, il faut encourager aussi l'autonomisation. Oui, bien sûr, on ne fait pas qu'une seule chose à la fois. Tout à l'heure, on parlait de riz.
on parlait des riz, je pense que les études peuvent nous montrer, en tout cas, la potentialité de la région du Poro en matière d'étangs rizicoles et autres. Une fois qu'on a ces statistiques, je pense qu'on peut mobiliser des gens, des populations qui ont déjà une culture de riziculture, à aller vers la riziculture et bénéficier des transformations locales, première transformation, pour pouvoir aussi, en tout cas, non seulement s'alimenter, mais avoir d'autres moyens pour garantir leur sécurité. En tout cas, avec Traoré, je demeure sur la même question. Et chaque région présentant des avantages comparatifs, à mon avis, pourquoi est-ce qu'on ne met pas cela en avant? Je pense que... à ma connaissance, non. Avec les comment on appelle ça, les conseils régionaux que nous avons, si nous faisions en sorte que ces conseils régionaux aient la responsabilité d'élaborer des programmes locaux de développement économique, cela pourrait permettre à ces présidents de conseils régionaux de faire remonter des informations utiles et nécessaires pour ensuite le mettre dans le plan, le master plan de développement même du pays. Parce que c'est bien beau, c'est ce qui me fait souvent sourire lorsque je regarde un peu notre cas, notre situation. Nous avons pratiquement tout. On a tous les ingrédients, toutes les institutions existent. Mais il faut mettre tout cela en musique. Parce qu'il y a bien longtemps que nous avons des élections locales, nous avons des présidents de conseils régionaux, que ces gens puissent avoir en leur sein des responsables pour développer des programmes de développement économique basés sur les richesses de la région. Et à partir de là, se donner les moyens pour les gérer. Parce que c'est plus facile pour quelqu'un qui est à Korogo, qui sait que la mangue est produite pendant je ne sais pas combien de mois, faire un programme en conséquence, créer une petite structure de transformation, c'est mangue parce que bon, on les produit pendant un moment et puis après on n'a plus de mangue. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut les sécher? Donc cela peut vraiment élaborer des programmes locaux, régionaux de développement. Et s'ils ont les responsabilités et qu'ils ne se marchent pas les pieds avec les maires, les pieds avec les maires, moi je crois que tout cela peut être mis en musique et puis faire en sorte que nous puissions effectivement utiliser les richesses de chaque région pour son propre développement. On a tout, il faut seulement le mettre en musique. Patrick Kaka? Oui, et bon, j'ajouterais que mettre en musique, c'est mettre en place le programme d'industrialisation. Il faut afficher cette volonté, et il faut expliquer ce que cela signifie et responsabiliser les uns et les autres. Et bien entendu, en déroulant ce programme d'industrialisation, on va voir les spécificités de chaque région. Et avant la mise en place de ces usines qu'on appelle de tous nos voeux au sein de ces régions, l'on va poser le problème de développement de compétences, donc d'anticipation pour ces personnes-là qui vont mettre en route ces usines. Et également avoir une saine appréciation du développement des spéculations, du moins des chaînes de valeur par rapport aux différentes spéculations que nous aurons identifiées. Donc nous revenons encore à cette volonté qui doit être affichée à travers la vision, clairement explicitée, mais une vision qui va se traduire dans les actes par un programme d'industrialisation bien spécifique assorti des investissements et de toutes les actions que cela impose. Je pense que c'est le pas à franchir, parce que je vous l'ai dit, pour la Côte d'Ivoire, après pratiquement, on pourrait dire, une décennie d'accumulation de richesses, lorsqu'on analyse, je l'ai dit, fortement tributaire de nos matières premières brutes, on ne doit plus se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va industrialiser, qu'est-ce qu'on va transformer. Ce sont bien nos produits. Et à cela, d'autres secteurs devaient pouvoir s'ajouter, des secteurs que je dis connexes et annexes à ce programme d'industrialisation. Et là, ce n'était pas totalement le point de vue de M. Bakayoko. C'est mon point de vue, mais je serais encore même plus précis. Il souhaite. Moi, je prends une région que je connais très bien, la Marawi. Nous avons l'or, c'est une réalité. Dans la région d'Angovia,
il y a aujourd'hui une compagnie australienne qui fait l'exploitation industrielle. Nous savons tous aussi que les mines ne créent pas d'emploi. Elles sont à capital intensif. L'emploi se fait en amont et en aval. Et moi, je pense qu'une région comme Boisflé peut créer son développement autour des mines, comme les mines deviennent le moteur du développement. Et cela permet de faire en amont et en aval. On a un lycée technique qui existe. Le conseil régional peut déjà entamer des discussions avec la compagnie minière et avec le ministère de l'enseignement technique, qui va permettre de pouvoir apprécier quels sont les besoins en main-d'œuvre des mines et encourager le ministère de l'enseignement technique à nous envoyer les compétences pour faire des formations dans ce sens-là. Également, cela a un impact sur le capital humain. Les écoles, les lycées, la formation des enfants qui peuvent répondre aux besoins de la mine. Quand il y a les besoins de la mine, c'est la nourriture, l'habillement des miniers. Il faut les chausser. Tout cela, les miniers ne le font pas. Ce sont les populations qui peuvent le faire. Et c'est là où j'ai dit qu'en prenant les mines comme le moteur, on crée une rosace qui permet de développer tous les autres secteurs, tant en amont qu'en aval. Il faut y aller, il ne faut plus attendre. Et moi, je pense, je ne sais pas ici pour dire quoi, l'État a fait ce qu'il devait faire. Pour une région comme Boisflé, en tout cas, l'accès est facile, très facile. Nous avons le téléphone, nous avons l'électricité, nous avons l'eau. Nous avons quoi aussi? Nous avons les hommes et les femmes. Boisflé fait à peu près 80 000 habitants. Nous avons, et la Marawi tout entière fait presque 800 000 habitants. Nous avons là les ressources nécessaires pour que les conseils régionaux, les élus, comme on appelle, les municipalités, puissent convenir et définir un peu comment nous pouvons capitaliser ce qui existe, tels que les mines, tels que la Marawi, pour la pisciculture, tels que le coton, tels que le café, le cacao, et le parc de la Marawi existe à Boisflé. Il est temps, par exemple, que le conseil régional réfléchisse comment on peut faire de ceci et une attraction touristique de valeur. Qu'ils prennent donc langue avec le ministère des Tourismes pour élaborer les axes de développement pour que les populations riveraines soient en même temps participatrices de ces développements afin qu'elles en bénéficient. Voici un peu comme je pense. Vous avez donné l'exemple de la Marawi, mais je voudrais quand même savoir votre point de vue sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on connaît tous les secteurs porteurs de façon nette? Oui, on les connaît. Ouais. On les connaît. Oui, on les connaît, non. On a 60 ans de vie. Nous avons fait... Écoutez, ce matin, je marche à la Sodomie. Je vois une carte sur le mur. C'est les cartes indices des minéraux qui existent en Côte d'Ivoire. Depuis qui a été élaboré depuis 1962. Vous voyez déjà ce que ça veut dire. Nous avons les éléments de base, il faut passer à l'échelle. On ne peut plus refaire les diagnostics. On les a fait, on les connaît tous. Déroulons maintenant le rouleau compresseur pour aller de l'avant. Moi, j'ai pensé. D'accord. Pour vous, le temps de l'action est certainement arrivé maintenant. Moi, je pense qu'au niveau des organisations, tout cela existe. Hein. On ne peut pas me dire aujourd'hui que le conseil régional marche sur le pied des communes. Non, ce n'est pas possible. Et chaque organe a ses missions et a ses attributions. Ce qu'il faut, moi, je pense qu'il faut mettre les conseils régionaux en marche. Il faut les activer parce qu'on a l'impression que chaque année, ces conseils attendent en tout cas le budget de l'État qui avoisine aujourd'hui autour d'1 milliard pour chaque conseil régional. Mais ces milliards-là, il faut que ça serve aussi aux investissements. Et les investissements, ce n'est pas que les écoles, ce n'est pas que les lycées. L'investissement, ça peut aussi servir à la promotion industrielle au niveau local. Et comme il a si bien dit, si on se rend compte... Et puis, ce que je voulais souligner, il y a des conseils économiques, sociaux, environnementaux dans chaque région. C'est des organes consultatifs. On a tout. On a tout. Donc chaque région a son conseil économique, social, environnemental. Et donc c'est mettre en mouvement ce conseil pour essayer d'élaborer le livre blanc ou bien dresser les potentialités. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à franchir le pas? Non, c'est que généralement, c'est vrai, ces organes-là attendent qu'on les mette en mission. Il faut, à partir du moment où une région, les 31 régions, chaque région est autonome avec son financement, à partir de nos besoins, on peut orienter ces financements-là dans les besoins exprimés par les populations. Parce qu'à la Marawi, c'est vrai qu'il y a des mines industrielles, mais au niveau des villageois, il y a des l'empaillage. Aujourd'hui, il y a des écoles de mines, des écoles pour apprendre aux jeunes, pour former les jeunes à l'exploitation
minière, c'est-à-dire qui ne détruisent pas, l'exploitation qui ne détruit pas l'environnement, qui prend soin de l'environnement, aussi qui nourrit son homme. Donc aujourd'hui, ces fermes-écoles, c'est le concept du ministère des Mines, vont permettre aux jeunes non seulement d'avoir la formation nécessaire, mais aussi, en exploitant les ressources naturelles, on prend soin des écosystèmes naturels, on prend soin de l'environnement. Et moi, je pense que c'est des spécialisations qu'il faut encourager dans chaque région. Si à Korogo, les sols nous permettent d'avoir, enfin dans le Poro, nous permettent d'avoir de bonnes mains, en NACAD et autres, on n'a qu'à contacter, en tout cas, les structures d'encadrement du monde agricole, la NADER, qui va essayer aussi de former les jeunes de Korogo pour qu'ils maîtrisent ou bien, en tout cas, appréhendent les technologies de production. Chaque région, selon... Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la balle doit être lancée du côté des régions. L'État a fait sa part. Et donc, les régions qui sont créées, les 31 régions et puis les districts, doivent aujourd'hui se responsabiliser et responsabiliser les populations à travers les différentes composantes des populations pour élaborer non seulement son plan de développement durable ou bien son plan de développement local et essayer aussi de chercher les moyens pour mettre en branle ce plan de développement. Moi, j'adhère à cette... D'accord. Alors, monsieur Traoré, oui. Non, je voudrais dire qu'on revient tous sur la même chose, hein, le même constat. C'est-à-dire que nous avons pratiquement toutes ces institutions. Ça existe. Mais on ne sait pas pourquoi ça n'arrive pas à décoller, marcher comme on aurait souhaité. Très bien. Donc, lors d'une prochaine émission, vous nous donnerez la réponse, c'est certainement. Oui. Peut-être qu'il serait bien d'avoir quelqu'un du ministère de l'Industrie ou bien du Développement. D'accord. Vous êtes en train de suggérer une autre émission qui parlera de ça. Alors, donc, je pose une autre question. Alors, le constat que nous faisons aussi, c'est que, ce sont les 5 dernières minutes vraiment, hein, c'est que tout demeure encore dans la partie sud du pays. Est-ce qu'on ne peut pas, ou bien qu'est-ce qui empêche encore une fois de décentraliser, ou bien même de déconcentrer certaines choses? Moi, je crois que la décentralisation a eu lieu avec la création des conseils régionaux. La déconcentration, donc. Il faut faire en sorte que ces conseils aient leur mission, hein, et que ce soit suivi, que ces conseils aient une obligation de résultat et qu'elles produisent des documents de développement économique local et qu'ensuite on puisse plancher là-dessus et puis savoir ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait chaque année, sur les 5 années ou les 4 années que ces conseils sont élus pour travailler. Alors moi, je voudrais juste dire quelque chose. Hein. On est vers la fin, c'est ça? Oui, 1 minute pour chacun, juste. Voilà. Alors, vous savez, il est bon quelquefois qu'on ait des anecdotes sur ce qui se passe dans le pays. À l'époque, on en avait pas mal. On se souvient que lorsque l'actuel président est arrivé, qu'il a fait un peu le tour, il a fait réduire le nombre de véhicules que certains ministres avaient. On nous a même dit que même Mathieu Ekra qui en avait 10, je ne sais pas si c'est vrai, on est passé de 10 à 3. Et quand il allait voir le président Oufoué lui aurait dit « Ah mais le petit là, moi je ne sais pas, est-ce qu'il veut moi-même, il voulait m'enlever. » Donc vraiment, si tu as gardé 3 voitures, il faut les prendre. Alors on a besoin d'avoir ce genre d'écho de ce qui se passe. Moi je dis, le président actuel a fait quelque chose d'exceptionnel pour son ancien patron. It is about time that he has somebody who can do the same job for himself. D'accord, il faut bien quelqu'un maintenant pour faire la même chose pour lui. Oui. Donc, Monsieur Aka. Bon, je dirais que c'est le temps de passer à l'action. En matière d'industrialisation, l'Afrique, la Côte d'Ivoire a connu une première tentative d'industrialisation. Et malheureusement, ce fut de très courte durée. Nous avons tous les ingrédients pour aller de l'avant. Passons à l'action, franchissons le pas, et ce serait un mieux vivre pour tout le monde et des solutions trouvées pour le chômage, pour les inégalités et pour la pauvreté. Oui, oui. Cela me permet de faire un clin d'œil aux États-Unis. Lorsque le président Trump est arrivé au pouvoir, il a évoqué le mot-clé « National Security ». Pour ceci, il a remis en cause tous les contrats. Moi, je pense, au nom du même concept, la sécurité nationale, nous avons le droit et le devoir de prendre en main notre développement. Qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se dise, je vais faire du cacao, du chocolat, que je vais faire du riz, je vais faire cela. On a le droit de faire parce qu'on prévoit
on anticipe sur les troubles sociaux qui vont se passer dans 10 ans, 15 ans. Il faudrait maintenant qu'on ait le courage de dire, pour les questions de sécurité nationale, même s'il faut vivre à l'autarcie, mais nous allons développer notre industrie locale. Cheikh Abba, pour terminer. Je vais terminer en reprenant une phrase d'un rapport de la Banque mondiale, que merci beaucoup, alors. La Côte d'Ivoire est aux portes du paradis. Ce qui veut dire qu'on a tout. On a tout pour être au paradis. Il suffit de franchir un petit pas pour que nous soyons dans le paradis. Et le paradis, c'est l'émergence. C'est-à-dire que nous avons toutes les institutions qu'il faut. Tout à l'heure, on a parlé de décentralisation. Nous sommes un pays décentralisé. Vous avez parlé de déconcentration. Nous avons des structures qui sont déconcentrées. Nous avons, en tout cas, tout ce qu'il faut au niveau institutionnel et juridique. Nous avons aussi toutes les lois qu'il faut pour vraiment accompagner, amorcer le développement. Et je pense qu'il est temps. Il est temps qu'on n'attende pas tout de l'État, mais qu'on se dise que nous faisons partie aussi de l'État. Et c'est nous qui devons amener, en tout cas, l'État à être plus fort, à faire le premier pas dans l'émergence. Donc ça nous prend d'avoir des comportements éthiques, des comportements de lutter contre la corruption et aussi de faire fonctionner les institutions, le respect des institutions pour que les citoyens, le civisme soit ancré. En tout cas, pour que tout marche bien en Côte d'Ivoire. Monsieur Gustave Aboua, directeur général du développement durable, merci d'être venu. Et Monsieur Siaka Bakayoko, vous êtes expert en développement. Je vous dis merci d'être venu à cette émission. À vous aussi, Monsieur Souleymane Traoré Mouloukou, banquier international, merci et pour toutes ces précisions que vous avez données. Je voudrais terminer par vous, M. Patrick Mélène Aka, spécialiste en sciences de gestion. Grand merci pour avoir participé à cette émission qui nous a permis de comprendre beaucoup plus de choses sur la gouvernance et le développement économique. On retient donc que le sort qui sera réservé à nos régions est celui que les populations, bien entendu, auront décidé de réserver à leur région. L'État indiquera toujours la voie, mais l'issue demeurera la transformation, l'industrialisation avec la participation, l'implication effective des populations. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée sur RTI 1.